quoi, cette organisation de Geekopolis? Bah écoute, ouais, bah, alors, en fait, faut savoir que moi j'ai connu l'époque au même endroit, Chibi Japan Expo. Et donc j'ai connu Chibi Japan Expo et là je découvre Geekopolis, donc c'est le même endroit. Écoute, j'ai pas reconnu l'endroit déjà parce que c'est à mon niveau, parce que j'ai discuté avec l'orga, il me disait qu'il y avait quelques couacs parce que c'est un premier. Nous à notre niveau, on n'a pas eu un seul problème. Nos badges étaient là, notre stand est nickel, les accès sont tous bien réglés. Enfin, tout ce qui était convenu a été fait. Donc je peux pas trop m'avancer par rapport aux autres, mais en tout cas de notre côté, très très sympa. J'aime beaucoup les ambiances parce que il faut savoir qu'il y a plusieurs types de conventions. Il y a les conventions où, par exemple, c'était le cas de la Chibi Japan Expo, et je pense que c'est un peu pour ça aussi que ça s'est arrêté, c'est qu'il y avait que des stands de vente, en fait. Oui. Donc je suis venu. Comme à la Japan, ouais. Encore, les Japan Expo, c'est un petit peu la culture. Oui, on se fait. Donc oui, on disait, oui, par rapport à la Chibi Japan Expo. Oui, surtout. Voilà, en fait, il y a deux types de conventions. Il y a des conventions où c'est uniquement des stands donc de vente, et une fois que tu as fait ton tour une fois, deux fois, que ton budget est épuisé, concrètement, tu t'ennuies un peu. Là, quand j'ai regardé l'agenda, le planning, je me suis dit, mais j'aimerais limite, je préférerais être spectateur. C'est ça. Voilà, plutôt que intervenant, parce que je me dis, putain, la conférence sur le travail de Tim Burton, le travail de machin, etc. Je me suis dit, c'est vraiment génial. Donc je sais pas quelle est la qualité des interventions après, mais en tout cas, sur le papier, ça laisse rêveur. Et j'aime bien les ambiances, j'aime bien comment c'est présenté. Donc personnellement, à mon niveau, sachant que j'ai pas fait le tour encore du festival, j'ai trouvé ça très beau, très bien foutu. Donc voilà. Franchement, là, vous avez fait un tour dans les locaux en bas alors moi, j'ai pu voir la conférence, enfin la salle de conférence qui est au -1. J'ai pu voir le premier et le deuxième étage, mais vite fait, les stands, j'ai pas eu le temps de m'y attarder. Et je suis passé vite fait, il y avait des petites salles de conférence où il y avait une conférence où il y avait un homme qui ne parlait pas et des gens qui écoutaient sans parler. On a trouvé ça très, très étrange. On s'est dit, en fait, il était sur une espèce d'After Effects et il devait faire un truc, une démo, mais il commentait pas sa démo. Et on est passé, ça a duré 40 secondes, et pendant les 40 secondes, c'était pas un bruit. Et ouais, j'ai l'impression que les gens étaient morts avec les yeux ouverts, quoi, c'était bizarre. Mais non, voilà, après, je peux pas vraiment donner une vision claire de l'ensemble du festival, parce que justement, en tant qu'intervenant, je suis plus dans les backstage, mais à notre niveau, on n'a pas eu de soucis en termes d'organisation. Parce qu'il y en avait beaucoup qui se plaignaient dans les autres conventions, par exemple, que voilà, les fans vous empêchent de vous déplacer, vous ne pouvez pas aller d'un stand à l'autre, pour les dédicaces et tout ça. Alors, ça a l'air beaucoup plus calme. Ouais, alors peut-être qu'il y a moins de monde parce que je crois que le prix est à 20 € pour rentrer. Peut-être que les gens ont du mal à aligner ce prix-là, je sais pas. Après, c'est vrai que c'est un festival où, ouais, c'est ça, c'est que c'est un festival où il n'y a pas de gens qui vont payer leur stand 1000, 2000, 3000 €, enfin, Japan Expo. Le gros Japan Expo, je crois que Soleil, c'était entre 10 000 et 20 000 € le stand, enfin, c'était des trucs énormes. Bon, c'est des gros stands professionnels, hein. Ici, je crois qu'ils n'ont pas cette source de revenus. Donc, du coup, les gens, ils ont plus de prestations, il y a moins de boutiques et donc il y a plus d'activités, mais le billet est un peu plus cher. Moi, en tout cas, ça me choque pas parce que le programme a l'air assez fourni quand même. Hein. Oui, c'est ça. Mais pour ce qui est contact avec les fans, parce que dans les autres conventions, voilà, vous allez aller sur scène, vous allez faire pour vous hurler et tout ça. Là, à part cette nuit, oui, alors c'est vrai que c'est un contact un peu différent, c'est plus studieux, c'est-à-dire que c'est des salles, voilà, des salles plus petites avec des thèmes. Il y a tellement d'activités à droite à gauche qu'il y a moins de monde dans les salles, je pense, et c'est moins grand public. Enfin, Japan Expo, on va peut-être avoir la projection finale avec l'an dernier, on avait quoi? On avait 5000 personnes qui étaient là, perte de vue. Non, c'est pas l'an dernier, parce que l'an dernier c'était une salle close, c'est dommage d'ailleurs, c'était il y a 2 ans. Donc c'était vraiment super grand à Japan Expo. Bon, c'est pas la même puissance de frappe aussi. Japan Expo, c'est 200 000 visiteurs en 4 jours. Ici, c'est une première édition, donc c'est vrai que. Mais c'est plus studio, c'est-à-dire que c'est plus proche. On est là, on a un thème, on sort pas du thème, on parle avec les gens, voilà. Donc c'est vrai que, enfin moi j'aime bien la dédicace ce matin. Je sais que voilà, on a eu le temps de discuter avec un peu tout le monde. On aime bien aussi en fait. Là c'est marrant, c'est une convention à Paris. Généralement, la convention à Paris, c'est les usines parce que il y a tellement de monde. Mais c'est une convention à Paris, mais qui se passe comme une petite convention, c'est-à-dire qu'on a le temps. Voilà, il y a tellement de choses à voir que les gens, parce que voilà, peut-être que les boutiques, enfin les conventions un peu plus boutiques. Justement, il y a plus de trucs à voir. C'est ça. Et c'est vrai que nous, on se fait plus ouvrir justement en convention où il y a des boutiques, parce que les mecs, ils font leur tour de boutique. Une fois qu'ils ont fini, ils viennent voir nous, ou viennent voir Flanders, ils viennent voir le futur, et puis ensuite ça discute, ça prend des photos, parce qu'on a une activité autre qu'une activité purement commerciale. Bon, je suis un peu cruel en disant ça, parce que
Dans les Japan Expo, il y a toujours les combats, tu sais, avec les arts martiaux. Tu as quand même des prestations. Il y a le shiatsu. D'ailleurs, j'y vais tout le temps, c'est génial. Et tu as quand même pas mal de choses axées japanime. Mais là, c'est vrai que c'est des choses nouvelles, des choses qui ne se font pas ailleurs. Tout ce qui est la culture steampunk et tout ça. Ouais, steampunk, science. Par les cosplays, on n'en voit pas en général sur ouais. Donc ouais, clairement, je pense que ce festival apporte quelque chose que les autres n'apportent pas. Personnellement, le jour où ils arrivent à changer de lieu, ça sera pas mal parce que il faut monter, voilà, Montreuil, c'est pas forcément le. Non, mais même sur Paris, c'est bien, mais Montreuil, c'est vrai que c'est pas l'installation la plus perfectionnée en fait pour les festivals. Mais ça reste bien une fois qu'on est dedans, mais à l'extérieur, c'est vrai que c'est compliqué. Parce que, comment dire, on est un peu excentré. Enfin, je sais pas, nous on a un peu galéré, mais c'est peut-être parce qu'on est venu en taxi et on s'est mangé, il y a peut-être une manif ou je sais pas quoi. Enfin, voilà, peut-être que demain il y a la manif pour tous. Demain on va se faire défoncer pour aller jusqu'à la gare si jamais c'est le bordel. J'espère que non. Non, mais voilà, je sais pas, je connais pas bien Paris. Bon là on a un peu galéré pour venir hier soir, mais c'est peut-être Laure qui voulait ça. Mais sinon très sympa, très sympa. Pour l'instant j'ai que des bons souvenirs. Je vois pas trop. Pourtant j'aime bien clasher quand je clash. Hein, il n'y a pas de problème, mais là, pour le coup, j'ai rien à dire. Donc, chapeau aux orgas. À notre échelle, en tout cas, ils ont bien fait les choses. Ils vont lire l'organisation, ils sont contents qu'il y ait des guests qui apprécient, je pense, le festival. Oui. L'espace VIP est classe. Bon, là, on est sous un préau. Vous ne le voyez pas parce qu'il pleut. Mais sinon, c'est sympa. Là, ouais, allez, pour aller sur Noob un peu plus. Oui. Alors, forcément, il faut en parler, ce crowdfunding. Là, chez vous, enfin, ça c'est une question pourrie qu'on va vous poser à chaque fois. Hein. Vous avez pas peur de prendre la grosse tête. Justement, j'ai une casquette pour ça, pour l'empêcher de grossir. Non, en fait, si tu veux, comment dire, si jamais dans ma tête je me disais, allez, maintenant je vais faire un truc de malade, on est produit, on va se donner des salaires, on va faire comme les vrais en fait, on va vraiment passer en production parce qu'on a plein de zéros et c'est génial. Limite, je commencerai à stresser en me disant, putain, mais comment je vais faire une vidéo si jamais je fonctionne comme dans un milieu que je connais pas. Moi, je ne stresse pas dans le sens où si on fait les choses comme on les a toujours faites, sauf qu'on aura plus de budget, plus de moyens, mais on reste une bande de potes, on n'ouvre pas le staff à des milliards de personnes qu'on connaît pas, qui débarquent au nom de ses où, qui proposent leur aide, c'est super sympa, mais il faut vraiment faire ça au cas par cas. On va pas commencer à se dire il faut quelqu'un qui nous fasse changement d'ampoule, toi tu vas nous faire le maquillage, toi tu vas nous faire les cils, toi tu vas nous faire les sourcils, machin, enfin, tu vois, t'as tellement de monde, tu connais plus personne. On va rester dans notre bulle, on va faire intégrer des gens juste pour des compétences, des machins, mais des gens avec qui on s'entend bien, parce qu'en 12 ans, 13 ans de film amateur, on a rencontré des gens qui ont des compétences à droite à gauche. Donc on va faire une équipe pareil de gens qu'on connaît, qu'on apprécie, ou des gens dont on sent qu'il y a un bon feeling. Et on va faire les choses comme on l'a toujours fait, c'est-à-dire voilà, on va faire ça en se disant on fait ça avant tout pour nous, pour notre communauté, on avance tous ensemble, on cherche pas à crever l'écran au cinéma, on cherche pas à vendre ça à une chaîne de télévision. On fait les choses comme on a envie de les voir. A priori, en 5 ans, les gens, je pense que s'ils nous ont fait confiance, c'est que la manière dont on produit les choses, c'est quand même 12 heures de saison. Ça veut dire que quand même, notre formule plaît aux gens. Donc on va garder la même formule parce qu'on ne sait pas faire autre chose, tout simplement. Et on a beaucoup discuté de la question de l'argent avec l'équipe. Parce que c'est toujours pareil. Les mecs, on est bénévoles. Mais jusqu'à maintenant, on est bénévoles parce qu'il n'y a pas de budget. Donc on sait très bien que si on commence tous à piocher, on a réussi à accumuler 20 000 euros pour la saison 4 et 20 000 euros pour la saison 5. Donc ça commence à faire des budgets intéressants. Bon, à l'échelle de l'audiovisuel, c'est peanuts pour 3 heures de contenu. Mais tout le monde sait très bien que si on commence à piocher dans cette somme-là, dans 20 000 euros, t'enlèves 500, t'enlèves 500, il reste plus rien, tu peux plus acheter ton costume, c'est fini et tu fais n'importe quoi. Donc ça, c'est clair pour tout le monde, il n'y a pas de problème. Donc pour le film, on va faire plus ou moins la même chose, c'est-à-dire que on va. Moi, je viens d'une formation de juriste à la base, propriété intellectuelle, droit des médias. Donc du coup, ça m'aide par rapport à ce que je fais pour pas faire n'importe quoi. Et quand il y a des budgets comme ça, il vaut mieux pas faire n'importe quoi. Donc moi, ce que j'ai proposé à l'équipe, c'est un cercle vertueux, c'est-à-dire que on intéresse l'équipe à un pourcentage sur les ventes. Plus on vend, plus l'équipe récupère imaginons, on vend et il y a un pourcentage qui atteint les 10 000, 15 000 euros. Mais on dit voilà, on a 15 000 euros. Cet argent, c'est votre pourcentage, les gars. On les partage en fonction du temps d'apparition, machin. Donc c'est bon, bah toi, il t'a fallu quand même bloquer 7 journées. Donc tu auras tel temps de part, machin, etc. Donc il y a tout un petit truc qui se veut le plus juste possible, mais sur le résultat. Voilà, on préfère se payer sur le résultat parce que c'est pas notre métier, c'est un bonus, noob. Donc personne ne compte sur cet argent en se disant
putain, je vais pouvoir manger grâce à ça. Non, tout un métier à côté. Et si j'ai fait bien les choses, déjà l'aventure est belle. Grâce au fait USA, on va traduire le film j'allais dire en VO, tellement que j'ai l'habitude. Mais non, la VO c'est la française, en version anglaise, américaine. Et on va aller aux États-Unis pour faire un petit promo de tout ça au Comic Con de San Diego. Rien que le voyage, c'est quand même sympa. Sachant qu'à côté de ça, grâce à nous, il y en a qui ont trouvé des boulots. Par exemple, Arteon, il commande des parties, il est payé par Eclipsia. Il a un salaire, il peut tout à fait en vivre tous les mois en commentant. Il a ses grosses fesses posées sur son fauteuil. Là, je suis jaloux, Arteon, si tu m'entends. Et il commente avec sa grosse voix pleine de barbe. Et donc voilà, en fait, il a réussi à trouver un métier comme ça. Et bravo. Enfin voilà, je suis content moi quand je suis fier de me dire, ben voilà, mon pote, il m'a fait confiance, il m'a suivi. Aujourd'hui, il a trouvé un métier. Ça durera le temps que ça durera, je sais pas. Mais en tout cas, il a trouvé un métier grâce à ça. Et donc, c'est pas nous, bande direct, on se paye pas là-dessus. On est tous vraiment clairs sur la question. Il n'y en a pas un qui dit, ben moi, je veux que nous sur mon métier, ça sert à rien. Si on cumule le nombre de journées de tournage pour une saison, il faut à peu près, alors on fait des demi-journées de tournage, c'est-à-dire de 14h à 18h pour faire un épisode. Il y a 17 épisodes, et les acteurs, on va dire, plus de fois ils apparaissent dans une saison, c'est sur 10, on va dire 10 tournages. Donc ça fait 5 journées de travail, 6 journées de travail. Concrètement, voilà, personne ne pourrait se payer sur 6 journées de travail dans l'année. Enfin, voilà, sauf si nous, ça génère beaucoup d'argent et qu'on se paye en millions. Mais voilà, donc on est tous clairs sur la question, c'est mécanique, c'est mathématique. C'est-à-dire que nous, on ne génère pas assez pour pouvoir en vivre. Les gens vivent à côté, on gagne des royalties plus avant, etc. Donc tout le monde est intéressé quand même, parce que voilà, s'il y a du budget, on distribue, mais pas sur l'argent des fans, ça sera sur les récompenses. Les goodies et tout ça. Voilà, par exemple. Voilà, les goodies. Alors, les goodies, c'est encore particulier, c'est-à-dire que, imaginons, je prends un t-shirt. Le t-shirt, je le vends, donc bon, on amortit évidemment l'achat du t-shirt. Il y a le bénéfice. Le bénéfice, donc il y a, on va dire, toute une partie qui va dans le budget de la saison prochaine, du film en cours, etc. Et il y a, si jamais il y a Arteon, par exemple, qui est en image comme le dernier, là où il tend son épée, etc., il a une petite partie par rapport à l'utilisation de son image. Voilà, donc on essaie de fonctionner comme ça. Ok. Bon, après, moi j'ai des questions plus personnelles concernant la série. Oui. Comment c'est venu, Noob? Alors Noob, c'est l'inspiration. Alors en fait, faut remonter à 2002. C'est l'ancêtre de Lost Level, c'est-à-dire que on va carrément remonter à des années, les Frères Lumière, avant le cinéma. Non, c'est vraiment quand j'étais en 6e, j'écrivais des nouvelles pour rigoler. Mon prof de français s'en est aperçu et il me disait, bah voilà, au début de chaque heure de cours, je t'accorde 2 ou 3 minutes et tu lis un chapitre de ta nouvelle, et ça me forçait à écrire comme ça. Donc j'écrivais, je lisais et les gens suivaient, mais c'était pas Noob à l'époque, c'était le même univers qui en était à ses prémices, mais voilà. Je lisais tout ça. Puis après, je me suis mis au dessin. Donc j'ai fait des fanfics, des trucs et des machins sur mon propre univers. Ça s'appelait Fantasy Quest, mon truc original, n'est-ce pas? Et donc je fais mon truc, voilà, de la 4e jusqu'à voilà, la première. Enfin, je crois que toute ma scolarité, parce que si j'avais pas eu le dessin, je me suis réfléchi en cours. Et après, il y a l'audiovisuel qui est arrivé. Et je me suis dit, bah, je vais faire une série Lost Levels. Donc j'ai commencé à faire un univers qui ressemblait un peu à celui des BD et tout ça. Donc encore un nouveau nom. Et puis ensuite j'ai fait un moyen-métrage qui s'appelait Serial, pour le côté background, de l'univers, etc. Et quand je suis arrivé en 2008, j'ai fini tous ces projets. Je me suis dit, bah, concrètement, aujourd'hui je maîtrise un peu mieux l'écriture du scénario, je maîtrise un peu mieux la réalisation, les effets spéciaux. Pourquoi ne pas faire un reboot de tout ça et faire un projet final qui s'appellerait Noob, justement, par rapport à notre série, en s'orientant vers l'humour, parce qu'on nous pardonnera plus facilement l'humour si on passe sur une chaîne comme No Life que si on fait un truc sérieux. Et après, en allant vraiment dans le futur, le gros projet, ça serait quoi? Après le film? Alors après le film ou la trilogie, si on débloque, je pense que mon plus gros projet, ça serait un projet écrit, ce serait l'encyclopédie, qui regrouperait tout l'univers de Noob. C'est vraiment ce que je voudrais faire après les 3 films, c'est-à-dire après les 5 saisons, après les 5 romans, et après on va dire les 10 premiers tomes de BD et les 3 films. Une encyclopédie bien costaud, bien mastoc, qui rassemble tout l'univers d'Olivier. Vous avez une idée un peu de ce que vous mettriez dans cette encyclopédie? Genre, parce que l'univers est assez vaste, c'est assez vaste. Ah ouais, la totale, hein, le bestiaire, les armes, les compétences, l'arborescence de chaque compétence pour chaque classe, la géopolitique, parce que y a pas de gentil et de méchant, hein, c'est vraiment chacun ses intérêts. Il y aurait la topographie de l'univers, vraiment un truc où je me dis, parce que ça c'est vraiment mon objectif à terme, c'est que il y a l'encyclopédie qui sortirait, ça serait une bible, on va dire, en parlant en langage de cinéma, hein, bible de cinéma, et ensuite j'ouvrirais mon univers en disant à d'autres auteurs, en disant voilà,
écoutez les gars, en vous basant sur l'encyclopédie, vous avez le droit d'écrire des histoires qui se passent dans l'univers de Noob, dans le Bolidri, mais vous n'avez pas le droit d'utiliser des personnages. Voilà, vous pouvez pas, si vous voulez utiliser Sparadrap, il faut passer par moi, et voilà, on voit, parce que évidemment on peut faire n'importe quoi au héros. Mais vous pouvez créer votre guide, vos personnages, etc., les faire évoluer dans ce monde-là. Et moi, comme justement, Olidri, c'est aussi une boîte d'édition, justement, parce qu'on commence un petit peu à s'auto-éditer, etc. Pas surtout, hein, mais sur certaines choses, notamment le Néogicien en roman, le DVD de Warzone, etc. Donc l'idée, c'est de dire, au début, on fait de l'édition numérique, comme ça on soumettrait aux gens, mais pas forcément payé, en temps gratuit, etc. Et puis, pour certains qui enverraient vraiment du lourd, on créerait des arcs dans l'univers d'Olidri, des arcs narratifs, mais faits par une autre guilde, etc., dans le même monde, écrits par un autre auteur. Donc ça peut être possible, ça serait un univers open source. Et par contre, quand c'est open source, tout ça, vous avez une encyclopédie donc, qui est assez mastoc, ouais. Mastoc. Donc après, on ne pourrait pas voir derrière des jeux de société, des jeux de cartes. Oui, et le MMORPG, c'est là où. Et le MMO. Alors le MMO, ouais, c'est la branche Noobdev qui gère ça. On ne sait pas comment ça peut aboutir. C'est-à-dire que on va créer un RPG 3D. Ça c'est sûr, c'est en train d'être fait, etc. Et ça avance plutôt bien. Ce RPG 3D, on devrait sortir et va générer peut-être son modèle économique, c'est-à-dire que les gens vont l'acheter, parce qu'il sera en vente, mais pas trop cher, mais il y a tellement d'investissements, etc., que les mecs, on peut pas leur avoir demandé de bosser 4-5 heures dessus, 4-5 ans dessus. Voilà, nous avons quoi qui passe. On dirait une chanteuse de R&B. Ça pose un problème. Est-ce que tu as pu les filer? Eh non, j'étais en... Ça loupé une longue, c'est comme ça sur le podium. Waouh. Avec une banane, l'oreille à l'autre. Hein. Énorme. Énorme. Et après, le... Putain, vous avez filmé? Quelqu'un qui a filmé? Il y a du monde, hein. Il y avait trois. Et donc, ils sont dissipés, je ne les connais pas en plus. Putain, je disais quoi? On parlait du même. Oui, alors, Du RPG. voilà, on va sortir un RPG 3D, donc qui va être payant, pas très cher, mais qui va être payant parce qu'on fait bosser une équipe depuis quand même 3 ans maintenant dessus. Donc il faut quand même qu'on puisse avoir un modèle économique qui soit généré. Donc si jamais il marche, on génère un petit modèle économique. Et puis ensuite on passe sur un deuxième chapitre de ce RPG où on passe une étape au-dessus. En attendant que l'encyclopédie arrive, quand l'encyclopédie arrivera, ce sera une bible qui servira à la fois justement à d'éventuels jeux de rôle papier, à un éventuel MMORPG, enfin voilà, plein de trucs qui sont à côté, un jeu de société, etc. Et si le modèle économique de la cellule développement fonctionne, on pourra petit à petit se diriger vers un MMORPG, un petit au début, et puis un plus gros ensuite. Ou alors, on sort le RPG 3D. Le RPG 3D, plus nos statistiques, etc., comme ce qui se passe avec le crowdfunding, tape dans l'œil d'un éditeur, d'un gros éditeur qui aurait les épaules pour tenir un MMO, et il nous propose de faire un MMO. C'est possible aussi. Donc on ne sait pas, mais en tout cas, c'est les deux voies qui sont possibles. Non, parce que les fans, ceux qui veulent, ils aimeraient avoir en face d'eux le vrai Artero. Ah, mais nous aussi, ouais. Puis comme je disais, si un jour on fait le MMO, on crée les PNJ, donc les joueurs, et enfin, ce serait des faux PNJ parce qu'ils auraient les curseurs, et ils auraient une action prédéfinie, genre Sparadrap, il parle assez mobile quand il joue pas, mais quand il joue, le PNJ Sparadrap sera vraiment contrôlé par l'acteur. Voilà, ça serait énorme. Et il ferait plein de monde. Ah ouais, il aurait le choix de faire. C'est ambitieux quand même. C'est ambitieux, mais je me dis, ça coûte rien à personne dans le sens où on tente sur du petit au début, et ça se fera si jamais on le mérite. Tu vois, si jamais en fait au final les gens n'accrochent pas plus que ça se fera pas parce que on n'en aura jamais eu la possibilité ni les épaules ni quoi que ce soit. Donc faut que l'équipe reste soudée. Oui, mais bon, ça fait 13 ans qu'on est ensemble, donc. En fait, ouais, c'est pour l'encyclopédie, c'est vrai que c'est vraiment une idée intéressante. L'encyclopédie, voilà. Là, on parlait du film. L'encyclopédie, pensez. Si on devait donner une ordre d'idée, voilà, si ça devait se faire, pensez que les gens commenceraient à y voir le jour quand en année, c'est-à-dire dans combien de temps à peu près vous pensez que les gens vont commencer à voir en fait cette encyclopédie matérialisée je même par tome parce que je pense que comme vous font, c'est tomes. Oui, il y aura des updates après, mais en tout cas la première sera à jour, hein, vraiment avec tout. Alors moi, ce que j'aimerais faire, c'est finir les films, bosser en parallèle l'encyclopédie, parce que chaque fois que j'écris un roman et tout ça, je note à côté dans l'encyclopédie, il faut que je la complète.
mais elle se complète tous les jours. Dès que j'écris un épisode, je dis bon ben là, par exemple dans le dernier épisode, il y a un moment, il y a Estos qui dit ah, on m'a donné rendez-vous sur la colline de Furefeuille. Hop, colline de Furefeuille, je vais dans mon encyclopédie, je note vite, dans la colline de Furefeuille, tu sais, je la place à peu près, etc. Et hop, l'encyclopédie c'est un petit peu complété, et ainsi de suite. Donc j'évolue quand même au fil de l'écriture des romans, des trucs et des machins. Donc après, je dis pas que ça va aller vite, mais je pense que dans l'année qui suit, à condition que je fasse que ça, enfin que ça, en termes d'écriture, hein, si je fais 6 tomes de BD et 3 romans en même temps, si je veux dire, on ne sera jamais. Mais voilà, en gros, l'idée, ce serait de faire une encyclopédie pour 2015, un truc comme ça. Moi, l'idée me plaît. C'est vrai que faire l'encyclopédie, je pense que c'est une idée qu'on n'a pas. Avoir l'impression, parce que vous êtes un peu la web série phare de toutes les autres, parce que ça vous réussit. On va être honnête, on s'y attendait pas, même nous les femmes, on s'y attendait pas, ce qui est au tome, l'amendement, tout ça. Non, le crowdfunding, c'était impossible à anticiper. La pression, oui, forcément. C'est-à-dire que moi, ma pression, elle est plus dans le fait d'éventuellement faire les mauvaises dépenses et dépenser un truc qui finalement ne servirait pas. Ah, j'achète ça. Et finalement, je me rends compte, je me suis trompé parce que c'est trop pourri, finalement, c'est pas à la hauteur, etc. J'ai payé 10 000 € pour rien. Vraiment flou, quoi, c'est pas 10 000 € pour rien. Mais se dire, voilà, j'ai fait ça et finalement, ça n'a pas servi. Voilà, ça serait vraiment du stress de gâcher de l'argent. Moi, mon stress, ça va être d'utiliser au mieux l'argent qui a été envoyé. Après, c'est-à-dire que dans le sens où je ne veux pas révolutionner nous, je veux juste continuer une histoire. Le film sera quand même indépendant, c'est-à-dire que quelqu'un qui ne connaît pas la web-série pourra s'en sortir. Moins bien que ceux qui ont vu les 5 saisons, mais il pourra se dire, oui, ça va, j'ai eu une initiation dans ce monde-là, j'ai vu une histoire, je peux m'arrêter là. Et ceux qui ont vu tout le reste, ils diront, c'est un complément, le complément ultime au BD, au roman et à la web-série. Et je compte utiliser la même formule. Donc vraiment, je vois pas trop, alors que j'ai du budget, j'ai la possibilité, enfin la chose dont tout réalisateur rêve, je vois pas trop comment je pourrais faire un truc infâme si jamais je regarde mon état d'esprit et si jamais mon équipe reste la même, et je vois pas pourquoi en étant pendant 13 ans exactement la même, la 14e année elle changerait. Voilà, et sachant qu'on a beaucoup parlé aussi du budget, j'ai vraiment tenu à prendre les devants et évoquer avec eux justement toute cette notion-là pour éviter que ça discute, que les mecs se fassent des plans sur la comète, etc., et qu'ils soient déçus ou pas déçus ou machin. Voilà. Donc je ne m'inquiète pas parce que justement on a eu une bonne réunion de famille et c'est un peu le cas de le dire, hein, parce que c'est vraiment l'équipe. Voilà, moi je suis avec Gaïa, Istos c'est mon frère, Ivy c'est ma sœur. Les couples sont formés sur la série Non, c'était déjà des couples à la base. Si, il y a Spectre et Roxana qui s'est formé sur la série. Non, je crois que c'est tout. Le reste, c'était que des gens qui se sont mis ensemble en dehors, et qui ont fini sur nous. Famille, je pense que c'est peut-être pour ça aussi que ça réussit. Oui, je pense qu'il y a un exemple. On se marie en juillet avec Gaïa. Merci beaucoup. On a plus de potes qui sont invités que de membres de notre famille. C'est-à-dire qu'il y a tous les noobs. Donc, je sais plus, on sera genre 120. Sur les 120, t'as 80 potes, quoi. Et le reste, c'est notre famille. Parce que, quand je dis potes, ça peut être notre frère et tout ça. C'est-à-dire ceux qui sont dans Noob. C'est une convention. C'est la convention Noob, en fait, le mariage. C'est plus. Donc, voilà. Non, on est soudés au point, justement, voilà, de partager des moments aussi comme ça. En ce moment, ils deviennent tous papa maman, c'est la folie et tout. On évolue tous ensemble et c'est vraiment parce qu'on a un vécu en dehors des épisodes. On se voit, on partage quelque chose. C'est pour ça que ça marche, parce que nous on le voit au travers de la série, cette complicité qu'il y a entre les personnages et tout ça, vous jouez pour le plaisir entre vous et c'est pour ça que ça marche. Je pense que ça se voit. Et puis aussi parce qu'il y a un côté naïf, dans le sens où on fait des choses, on évolue, la saison 1, il y a plein d'erreurs, c'est tout moche, c'est tout pas beau, etc. Et puis après, ça évolue un petit peu, ça s'améliore, et les gens se disent, j'ai un peu contribué parce que j'ai acheté un t-shirt, et le fait qu'on achète un t-shirt, ça permet d'acheter un 5D Mark III. Le 5D Mark III, ça permet de passer à la HD, de bien filmer, etc. Donc les gens, ils ont le sentiment qu'ils nous poussent dans la direction, dans cette direction où on s'améliore. Et puis parce qu'il y a un côté aussi, on est monsieur tout le monde. On vient pas du Star System, on n'est pas fils d'eux, machin. On est juste une bande de potes, on n'a pas trouvé ce genre de contenu à la télé. Donc on s'est dit, puisque si on trouve pas, on va le faire nous-mêmes. Moi j'adore raconter des histoires. Donc du coup, je me suis dit, je vais le faire, sans rien demander à personne. Et puis un jour ça a plu. Mais c'est aussi parce que on fait pas les choses en étant dans la demande, en disant aux gens, vous avez vu, on a fait ça, c'est quoi vos retours, puis on partage 15 par l'épisode, voilà, c'est vraiment tout seul, quoi. Bon, faire de la com, attention, je dis pas qu'il faut rien faire, que ça s'est fait vraiment tout seul. Mais on n'a pas fait 15 fois, du spam et tout. Voilà, on est vraiment. Puis des fois, et je passe des soirées entières à discuter avec des mecs qui n'ont pas aimé les épisodes.
en disant ah ok bah écoute là j'ai fait ce choix là parce que si tu veux ça je comprends que t'es pas aimé mais moi ce que je voulais c'est aboutir à ce genre de résultat machin. Le mec fait ah ok bah, j'ai pas compris comme ça machin et du coup tu vois on discute, je dis pas que le mec il aime l'épisode à la fin mais de temps en temps je me dis c'est intéressant ce qu'il m'a dit, je me suis trompé ou pourquoi est-ce qu'il a dit ça etc. Et pour beaucoup de personnes au bout de 5 ans les mecs se disent bah ils sont proches en fait et c'est ça aussi qui est intéressant. Alors je dis pas que c'est pas souvent on va pas c'est pas possible mais on essaye d'être proche et on va pas dire ah, lui il m'a critiqué allez hop bannir tu vois. Non c'est pas l'idée quoi. Mais on va en parler justement de ces gens qui vous écoutent, qui vous regardent, des grandissants. Après voilà, comme on le disait tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a plein de web séries qui sont Alors, c'est pour ça que j'ai fait 6 vidéos sur comment faire ta web série, mais à travers ma propre approche, si tu veux. Et le truc, c'est que c'est absolument pas une réalité, pas une vérité en soi, c'est juste une expérience parmi tant d'autres. Mais c'est vrai que comme tu peux pas à la fois écrire des romans, écrire des BD, faire des web séries, et puis répondre à des mails, parce que sans rire, depuis que j'ai lancé le crowdfunding, j'ai reçu 15 000 mails. 15 000 mails, quand tu vois que quand tu veux répondre correctement à un mail, ça prend bien 2-3 minutes. Tu multiplies par 15 000, ça fait mal. Donc du coup, et puis pareil, voilà, par semaine, je reçois 100 mails à peu près en moyenne. Dans les pages et en fait, l'idée, c'est vraiment de se dire, je ne peux pas aider tout le monde en répondant, je peux pas, sinon je peux le faire. Donc dès que je peux en conférence, en interview, quand je suis en festival, les mecs viennent, dans un coin, etc., j'essaie de répondre le plus possible. Et donc, ces vidéos étaient là pour ça aussi. Donc l'idée, c'est vraiment, je ne peux pas répondre à par cas, mais aider. Ce que je ne fais pas aussi, par contre, c'est faire de la publicité sur le groupe Noob. Parce que la page Noob, il y a tellement de gens qui me disent ah, t'as une page avec 164 000 abonnés, est-ce que tu peux faire une pub? Et le problème, c'est que c'est une ligne directrice, c'est Noob. Si je commence à faire une pub pour toi, ben, qu'est-ce qui m'empêche pourquoi je ne fais pas la pub pour les 50 autres qui me demandent par mois, tu vois? Donc du coup, pour le confort des gens, je veux pas que ça devienne un spot publicitaire permanent, tu vois? Allez voir eux, allez voir eux, allez voir eux. Donc sur des pages acteurs, on essaye de faire un peu de pub pour les gens qu'on croise. Je sais qu'il y a Sparadrap qui est de longue, alors bon, il a 59 000 ou 60 000 personnes sur sa page, donc c'est pas mal. Il fait de la pub pour des web-séries, quoi. Plein de web-séries toute la soirée, etc. Il y a un soir par semaine, il fait de la pub. On essaye de mettre en avant, voilà, de rendre un petit peu ça, d'aider. On va essayer de faire ça aussi par rapport au film, au crowdfunding. Mais la page Noob, c'est vraiment un truc qu'on demande aux gens de comprendre. C'est le but du jeu, c'est pas de faire de la publicité sur la page Noob. C'est pas qu'on veut pas, c'est que pour le confort des gens, à chaque fois qu'on a testé, aller au tout début, de faire de la pub comme ça, les gens se barraient de la page en disant ah ouais mais voilà, enfin je veux dire moi je viens pour voir l'actualité de Noob et là tu me sors l'actualité de machin, milieu, etc. Au point qu'il n'y a plus d'actualité de Noob parce que tu passes ton temps hein, c'est l'agence de com des autres en fait. Et donc c'est vraiment pas qu'on a pas honte, c'est qu'on fait attention à ce que voilà les intérêts des internautes ne nuisent pas, voilà, et que le confort des spectateurs soit avant tout mis en avant, quoi. Mais on parle toujours de gens à droite à gauche des comptes. Ok, je pense que c'est pas mal. Ouais, moi je vous demanderais de continuer sur tous les Noob versus. Oui, c'est délirant. J'ai tourné le dernier sur Tomb Raider. J'ai tourné le dernier, il faut que je le monte, mais j'ai eu un problème de son. Enfin, pas l'enregistrement, c'est juste que j'ai un ordinateur qui a lâché. L'autre n'avait pas les bons plugins et l'autre bossait sur l'épisode 5. Donc j'ai pas eu le temps de le monter, je le fais lundi. Mais ouais, il y aura le dernier là et je ferai d'autres jeux. Parce que ça, c'est drôle, même avec l'équipe, voilà. Ouais, c'est pas grave. Il y a Zeb qui doit faire le Devil May Cry avec moi le dernier, là, Devil May Cry. Mais comme entre-temps, il y a plein de choses qui se sont passées, il y a Saphir qui est tombée enceinte et tout ça, donc du coup, voilà, il est un peu plus occupé en ce moment, il a occupé sa petite femme et c'est très bien comme ça. Donc voilà, on fera les idiots devant l'ordinateur plus tard, mais voilà, il y a des choses qui sont prioritaires, mais on va le faire. On a le temps pour s'amuser, C'est ça. Si nous on peut en profiter. Voilà. Dernière question, Tristan Angel, qui reviendra cette semaine. Alors, il revient, il fait un passage par chez nous en août prochain, donc il revient de Chine un mois ou deux, donc je vais profiter pour tourner des scènes pour la saison 5, qu'on le revoit un petit peu. Mais oui, et puis au final, comme la dernière fois qu'il est venu, j'avais tourné les scènes d'avance, on l'a vu un tout petit peu dans la saison 4, pas longtemps, hein, on l'a vu un petit peu au tout début, hein, la saison 4, où il se jette de ses falaises. Oui, si c'est rappelé. Et du coup, dans la saison 5, on va le revoir grâce à son passage en France, donc au final, on le verra un petit peu dans toutes les saisons, mais c'est moins facile, parce qu'il habite en Chine, et Chine... Mais ce serait bien de voir le joueur.
Oui, la vie de tous les jours. Ouais, ouais. Ça, on l'attend. Qu'est-ce qu'il est devenu, pourquoi, quand Il est, pourquoi il va pas méchant PK? c'est ça, ouais. Il y a tout, en plus, il y a tout un background. Il parle de Dark Avenger en plus. Que c'est difficile à... Flash. Ouais, c'est embêtant. Oh, je suis raconté plan. Bah, j'ai fini, C'est bon. Ouais. Bon, ben écoutez, merci. Merci de nous beaucoup. avoir donné,